À qui appartiennent-ils vraiment, ces quelques 300 km² de morceaux de terre appelés Cameroun? À répartition égale ou équitable, chaque habitant devrait être dans le principe et sans trop forcer, propriétaire d'un toit, ou à tout le moins, un espace pour le construire. Mais les problèmes de logement n'ont jamais été aussi cruciaux qu'à notre époque. Il faut déjà composer avec la nature qui impose et reprend au besoin ses droits sur les 1/5 de la superficie totale. De la grande forêt équatoriale aux océans, en passant par la mangrove et les espaces protégés pour leur biodiversité. Jusque-là, l'espace restant devrait suffire aux quelques 30 millions d'habitants, et ce sans que des voisins ne se sentent à l'étroit. Mais voilà, le taux de sans-abri et ou de sans domicile fixe n'arrête pas de grimper, car au Cameroun, la terre n'appartient plus aux premiers occupants que Nini. La preuve, s'il fallait s'en tenir à ce postulat de premier arrivé, premier servi, la population Baka serait d'indétrônables riches propriétaires fonciers. Dans le monde réel, ils ne sont ni riches, ni propriétaires. Peu à peu, ils ont été repoussés et confinés dans un habitat qui se résume à quelques huttes. Dans d'autres endroits comme à Mayos, ils ont même été délogés de leur premier site d'implantation et relogés dans un camp minuscule. Si les autochtones n'ont pas voix au chapitre quand on parle de terre, c'est bien parce que l'argent parle bien plus fort que leur droit légitime à celle-ci. En effet, devenir propriétaire a un prix. Et tant que les poches sont pleines, on peut tous acheter, pas de limitation en termes d'espace ni de contenu. C'est-à-dire que pour peu qu'on mette le bon chiffre sur le chéquier, on peut s'offrir des hectares d'une forêt sacrée avec toutes les richesses qu'elle comporte, aussi bien matérielles qu'humaines. Mais ce n'est pas le pire. S'il faut de l'argent, il faut surtout de la chance, pour ne pas tomber sur le mauvais vendeur. Car en effet, le rêve d'une maison a très vite tourné au cauchemar lorsque l'acheteur réalise devant des preuves irréfutables qu'il l'a bien payé, mais la mauvaise personne. Personne n'est réellement à l'abri de ce genre de transactions malhonnêtes, car au réveil, certaines familles se retrouvent dépossédées de la maison dans laquelle ils rêvaient encore la veille. Du coup, pour se prémunir, eux, contre ces blagues de mauvais goût, des messages sont écrits à l'encre indélébile sur les façades des maisons afin que nul n'en ignore. Ici, la marque manque à l'appel. Sublime erreur. Les chants mélodieux du J'aime au cœur sont toujours aussi joyeux, mais désespérément insuffisants pour dérider le visage de cette dame. Ngos Azola, c'est son nom. Elle a perdu l'étreinte chaleureuse de son mari décédé d'AVC il y a maintenant 8 ans. Elle risque dorénavant de perdre aussi la chaleur nostalgique de ce foyer, dernière marque d'amour d'un époux attentionné. En effet, voici 2 ans déjà qu'elle se bat contre les nouveaux propriétaires de ce domaine. Elle a d'ailleurs reçu sommation de déguerpir, impulsée par un certain sieur Olinga, qui se revendique la parcelle acquise, selon ses dires, des mains de l'ex-maire de Domé, pour la somme de 600 000 francs. Depuis lors, les matins de veuve Ngos se suivent et se ressemblent, réveillés par la hantise de ses menaces. Elle ne lâche plus cette chemise bleu ciel, dernier rempart contre un occupant, selon elle illégitime. À l'intérieur, des documents qui lui confèrent pleine légitimité sur l'espace disputé. On y trouve le tout premier manuscrit signé de la matron du campement. Il date de 1978. Là où les chefs, les notables ont signé. Vous voyez très bien, maman Jeanne Mekan, elle était matrone. Dans le temps, on appelait les matrones, mais les sages femmes. Celui-ci léguait alors à Madame Sanguit, accessoirement belle-mère de veuve Ngos, la totalité de cet espace. Il y a aussi cette pièce intéressante, une procuration. Ma feu belle-mère, Sangoud Laurentina, en 1979, donc où elle a laissé tous ses biens à son seul fils unique. Un dossier complété par cette note ministérielle qui lui garantit plein droit dans ce chez-soi convoité. Mais à l'encre et au papier se joignent des voix qui portent et qui comptent, confirmant la version écrite. Il borne le terrain où on a enterré un de ses tuteurs. Alors j'avais coupé court, j'ai dit que vraiment c'est mal pensé. Parce que j'avais demandé qu'on arrête cette mascarade. J'ai dû témoigner plus d'une fois qu'on respecte certaines limites. Le cas de veuve Ngos, c'est malheureusement plus cliché que scoop dans cette région grande comme un pays, la région de l'Est. Les problèmes fonciers sont les plus récurrents dans ma communauté actuellement. Parce que si vous pouvez vous imaginer que les informations qui me viennent et qui sont récurrentes et pertinentes, que les gens cèdent
au bord de la route bitumée, 1 hectare de terrain à 100 000 francs. Et que par la suite, ils se sentent bernés, lésés. Pour elle, le dénouement est encore à venir, mais déjà les forces s'amenuisent et les cernes de lassitude se dessinent. Mais même poussés dans leur dernier retranchement, ce sera mourir que de partir. Vous-même, vous connaissez, quand une descente vient de Yaoundé pour Doumé, c'est de l'argent. À Bomba, 2 fois. Doumé même, 1 fois. Tout ça, c'est de l'argent. Nous, on n'a même pas l'argent. Nous sommes déjà fatigués. Nous sommes déjà fatigués. Qu'on vienne même nous tuer, ils restent avec ça. Mon souhait est que, s'ils veulent prendre ce terrain, qu'ils viennent désumer. S'ils seront capables de désumer les 5 tombes qui sont là. S'ils ne désument pas, ils vont m'enterrer ici vivante avec mes orphelins. Je dis bien vivante avec mes orphelins. Parce que le terrain m'appartient. La suite, personne ne la connaît, mais en attendant, les gardiens de la tradition préconisent un retour aux sources dans la gestion foncière. L'interpellation faite à notre communauté, c'est de vivre comme nos parents. Nos parents ont vécu dans la paix parce qu'ils n'ont pas eu la culture de la vente du terrain. Nos parents donnaient le terrain en mariage. Un terrain que l'on vous donne comme cela, vous allez jouir. Je pèse bien mes mots. Paisiblement, durablement, de génération en génération. Il faut donc composer avec tous ces éléments. Car quand on a trouvé un toit, il faut encore s'assurer que les fondations ne sont pas posées sur les plates-bandes de l'État. Car sinon, aucune larme ne sera assez dissuasive devant le bulldozer. Et quand ce n'est pas l'État, c'est la nature qui revient à la charge. Une maison décente, un besoin primaire qui devient le principal casse-tête de plus d'un. Ce père de famille, ce jeune débrouillard ou cette mère célibataire. Beaucoup passeront encore des nuits avec le ciel pour toiture et les étoiles pour lampadaire. Et dans le clair de lune de ce soir, peuvent-ils seulement se permettre de rêver d'un chez-soi digne et confortable.